Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode de Cinécast, un épisode un peu particulier puisque ceux qui nous suivent et qui ont notamment écouté avec assiduité l'épisode sur Avengers savent qu'on a eu quelques déboires avec notre enregistrement sur Ready Player One, ce qui fait qu'on se retrouve contraint, entre guillemets, de le réenregistrer, donc toujours avec Aurel. Toujours là. Ouais. Et du coup, comme on réenregistre, on profite de la disponibilité d'un invité spécial qui était déjà venu nous accompagner sur un film dont je ne me souviens plus. Okja, oui, c'est vrai. Oui. Et donc vous avez reconnu, toujours pour les plus assidus, Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour et bonjour à tous. Donc voilà, bis repetita pour Ready Player One. Mais avant de parler du film, est-ce qu'il y a, messieurs, un instant culture confiture? Comme ça, voilà, Aurel est content, souriant dedans, puisque le podcast aurait pu s'appeler culture confiture. Aurait dû s'appeler. Je vous laisse épeler les initiales, hein, voilà. Donc instant culture confiture. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention ces derniers temps? Mathieu, en antenne, tu nous parlais d'un film que tu es allé voir qu'on n'a pas vu nous. Oui, Red Sparrow. Avec Jennifer Lawrence et Joel Edgerton. J'arrive jamais à prononcer son nom. Est imprononçable, mais c'est un bon acteur, assez protéiforme. Un film à l'ancienne, un film d'espionnage à l'ancienne, matiné quand même de quelques éléments plus modernes, et notamment une forme de violence sèche, avec des scènes qui sont assez brutales, qui évoquent un peu les bournes et autres, mais sans le montage épileptique qui, pour ma part, m'agaçait beaucoup. La mise en scène est au contraire extrêmement fluide, extrêmement lisible, avec une très belle partition musicale de James Newton Howard, très ample, et le film prend son temps. C'est un film qui dure quand même 2h20, qui prend son temps pour installer les enjeux narratifs, les relations entre les personnages, et on aboutit au final à quelque chose qui reste dans la tête. Après l'avoir vu, le film ne s'épuise pas à sa première vision. Les interprètes sont tous magistraux. Alors j'ai cité les deux acteurs principaux, mais il y a aussi Jeremy Irons, Charlotte Rampling, qui font des caméos de très haut niveau. Et j'ai été frappé par vraiment l'ampleur et la fluidité de cette mise en scène en cinémascope, avec des très beaux mouvements de caméra lents, et une ambiance qui évoque, alors sur le plan littéraire un peu John le Carré, et sur le plan cinématographique, on est clairement plus proche de Hitchcock que des produits récents calibrés Boom Boom et une scène d'action toutes les 5 minutes, quoi. Et c'est un produit vraiment, vraiment intéressant. Je me suis vraiment surpris à l'aimer beaucoup plus que je le pensais. Je le voyais vraiment comme un produit de consommation courante, et j'ai trouvé que c'était un film qui avait un petit plus. Surtout, c'est étonnant parce que tu vois, pendant que tu parlais, et quand tu vois ce qu'a fait Francis Lawrence, tu parierais pas sur Francis Lawrence qui avait notamment déjà croisé la Jennifer éponyme sur les Hunger Games. Les Hunger Games, effectivement. D'accord. Alors, qui étaient des films sympas. Qui étaient des films bien réalisés aussi, d'ailleurs. Plutôt pas mal. Moi, j'avais été réalité sur le strict plan de la mise en scène, on va dire. Oui. Et là, il a trouvé un sujet qui manifestement lui a plu. Avec c'est la version vraiment, on va dire, réaliste, ou pseudo-réaliste peut-être, j'imagine qu'on est quand même assez loin de ce qui se passe en réalité, mais des James Bond, quoi, avec une espionne
Moi, la bande-annonce me faisait penser un peu Mata Hari. Un peu Nikita, tu sais, dans le côté, ça me faisait un peu penser à ça, fille pris et contrainte un peu de devenir espionne. C'est le pitch, c'est ça, oui. Ouais, le pitch, c'est ça. Je découvre que Francis Lawrence, que moi je connaissais pour Constantine et surtout Je suis une légende, a réalisé De l'eau pour les éléphants en 2011 et effectivement les Hunger Games. Alors moi j'ai vu que De l'eau pour les éléphants avec Pattinson. Ça, ouais. Et Christopher Waltz de mémoire. Film qui s'est pris un four monumental. Et Reese Witherspoon. Et du coup, j'avais pas du tout percuté que c'était lui qui avait fait les Hunger Games aussi. Constantine était plutôt cool, même si c'était pas plutôt cool à part. Moi, je connais pas bien Constantine. Moi non plus, mais le film en lui-même était. Et Je suis une légende était honnête. Pas mal. Par contre, là, il était pas mal. Moi, j'ai lu le bouquin de Matt Easton. Oui, aussi. C'est effectivement différent, mais il continue à le défendre et il y avait des choses pas mal. D'accord. Alors SAS peut-être aussi un peu d'ailleurs Gérard de Villiers, parce qu'on est quand même sur. Il y a des séquences qui sont assez crues pour un film, on va dire, de studio. Ouais. Et des scènes de torture qui sans être insoutenables sont quand même relativement difficiles, on va dire. Ouais, donc quelque chose de plutôt d'adulte, on va dire. Ah oui, c'est un peu c'est un film adulte. C'est un film adulte parce que très clairement il ne plaira pas le moineau rouge au Québec. Voilà, c'est ça, le moineau rouge. Il ne plaira pas clairement à un public bercé d'images saccadées et de montage épileptique. Ouais, mais nous ça nous plaît parce que ça on revient à quelque chose de classique qu'on aime. C'est la Fox qui produit ça. Bah écoute, pourquoi pas. Donc j'en déduis que tu n'es pas fan de Paul Greengrass. Non, je peux pas ne pas lui reconnaître une efficacité et d'abord un style très reconnaissable et une efficacité narrative, mais c'est vrai que je suis gêné et agacé de ne pas voir ce qui se passe à l'écran. Ouais. Moi, quand on a une poursuite en voiture aussi impressionnante d'ailleurs que celle du dernier, ou dans les rues de Moscou, je trouve dommage de pas voir ce qui se passe, et je comprends pas cette volonté de filmer caméra à l'épaule d'une manière illisible. C'était la même critique que j'avais à l'égard de Quantum of Solace, qui était là aussi pour une large part illisible dans ces scènes d'action. C'est-à-dire que Del Toro sur Pacific Rim sort son épingle du jeu parce que l'action en est lisible par rapport à ces conneries de Transformers. Là, on sort d'Avengers et certaines scènes le sont assez peu, notamment le premier combat avec Vision dans un métro. C'est clairement raté ça. Et ça devient un vrai enjeu, et effectivement là-dessus les réalisateurs des années 80 qui faisaient quand même du caméra à l'épaule nous manquent énormément. À commencer par McTee qui a peut-être dévissé sérieusement ces derniers temps, mais qui au moins avait une lisibilité sans faille, et c'est l'une des dernières séquences d'action vraiment remarquables en termes d'intensité que j'ai vue, c'est dans Atomic Blonde avec Charlize Theron. Il y a une séquence qui est filmée en plan continu, et réellement en plan continu d'ailleurs, puisque le making-of montre comment ils ont pendant des jours et des jours répété chaque mouvement pour pouvoir filmer ça en plan continu sans aucune coupe. Dans un escalier. C'est pas un faux plan séquence. Non, c'est pas un faux plan séquence. Dans un escalier où elle combat 2 ou 3 agresseurs en même temps. Et c'est une séquence qui est absolument époustouflante et d'une lisibilité totale. Je rebondis. John Wick a peut-être fait aussi le taf par rapport à ça. Oui. Sur l'aspect, pour le coup très chorégraphié de ça, mais avec une lisibilité. Alors c'est vrai que là, nous, on sort d'Avengers, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 2 jours, effectivement. C'est, comme en plus on s'y est pris un peu tardivement pour prendre nos places, on s'est retrouvé assez devant. Il a fallu 2-3 fois essayer de reculer en disant bon, de toute façon on verra bien qui va se relever et qui ne se relèvera pas à la fin de la scène, et puis voilà quoi.
Et j'ai revu assez récemment au Bonne Garde l'inspecteur Harry, le premier de la série. Il y a une séquence à la fin, je pense pas spoiler qui que ce soit sur ce film que tout le monde a déjà vu au moins une fois, qui est d'une efficacité cinématographique absolument incroyable. C'est la séquence finale dans laquelle, au bord de la rivière, le Scorpio, pour se protéger, attrape un gamin qui est en train de pêcher et lui met un pistolet sur la tempe. Et donc il ordonne à l'inspecteur Harry de jeter son 44 Magnum, ce qu'il commence à faire, et puis en définitive il le récupère in extremis et il lui balance une prune dans l'épaule qu'il projette évidemment à quelques mètres plus loin. Et cette séquence là en fait elle est filmée en 2 plans très rapide, parce que j'ai essayé de la décomposer pour voir comment est-ce qu'il réussissait à obtenir cette efficacité-là. Et en fait, c'est très simple. En fait, on a un plan sur la main qui tient le revolver. Ça, la caméra remonte dans la foulée, et on a un deuxième plan plus rapide, plus rapproché, sur au moment où il tire. Et ensuite cut sur la cible de l'autre côté. D'accord. Et c'est d'une efficacité cinématographique absolument redoutable, et d'une lisibilité totale en plus. Trop maintenant, enfin on va faire un peu nos vieux cons, mais trop souvent maintenant dynamisme égale Shaky Cam et compagnie. Et on peut citer aussi évidemment c'est aussi parce que Sergio Leone et tu peux maintenant duels numériquement mettre ta caméra où tu veux. Enfin, ouais, c'est ça, mais il y a aussi le fait que t'as plus de recherche de les rythmes, peut-être les barrières de l'époque aussi qui pensaient, tu vois, qui forcent du coup les forcément. C'est aussi une question de rythme, une question de le duel. Tu pouvais faire du rythme, par exemple, si tu veux faire une super course de bagnole, bah tu regardes Bullitt. Ouais, au French Connection. Et tu as des monuments qui ont rarement été égalés, et pourtant c'est des dispositifs qui sont mais tu la montres à des gamins mais qui le font pour du montage. Eux, ils vont te parler de la scène de poursuite dans Le Soldat de l'hiver, par exemple, toi, ou avec l'autre qui bondit de bagnole en bagnole, toi. C'est ça, c'est pas des vraies voitures, mais c'est des gens. Et on peut aussi citer comme exemple de séquences purement cinématographiques, la course de chars de Bénur, qui est je parle du film de 59, pas de son remake de 2016 qui a fait 3 entrées. On a une lisibilité totale d'une séquence qui reste aujourd'hui absolument phénoménale. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque les caméras pesaient 1 tonne, étaient absolument pas maniables, et il était pour autant le plus près de l'action. Eh oui. Non, je pense que bon, voilà. Mais bon. Donc tu conseilles plutôt Red Sparrow. Oui. Enfin, sous le bénéfice de mes observations précédentes. Voilà. Ouais, mais ça me tente là, du coup. Ouais. Tu vois, là, tu t'as convaincu. Toi, Aurélien. Moi, j'ai rattrapé un retard. 10 Cloverfield Lane, c'est ce que je vous disais là. C'est tout frais, c'est hier soir. Et écoute, petit film, mais extrêmement malin. Qui m'a beaucoup plu, parce qu'en fait on n'est clairement pas obligé d'avoir vu Cloverfield pour le voir et l'apprécier, et en plus c'est un film, c'est un huis clos qui mêle pas mal de choses extrêmement intéressantes, notamment qui traite des survivalistes, qui est quand même toujours assez sympa, je trouve, à voir. Qui repose sur un casting solide. Donc c'est toi qui m'as fait remarquer, c'était l'héroïne principale était la jeune fille de Scott Pilgrim, qui est vraiment excellente, mais vraiment excellente. Et puis surtout le film tourne autour de cette figure un peu qui est quasiment, tu sais, un peu une figure d'ogre. C'est un peu la présence qu'il faut pas déranger, tu vois. C'est lui qui fait planer la menace, mais c'est aussi lui qui peut se retrouver, qui peut être extrêmement gentil. Il en fait pas trop. Et moi j'avais peur tu sais qu'au bout d'un moment il en fasse un peu trop, notamment avec des dialogues, des tirades, des choses comme ça, enfin des trucs un peu pour montrer, regardez comment je suis barjo. Et en fait je pense que sa simple présence, c'est à l'époque aussi où il était encore très gros, John Goodman. C'était avant qu'il perde énormément de poids, notamment quand on l'a vu sur Skull Island, où en fait il a... Parce qu'en fait, après avoir tourné ça, il a eu une opération parce qu'effectivement, il allait avoir des gros problèmes de santé. Et donc, et manifestement, voilà, le mec qui réalise ça en joue, parce que il y a vraiment un côté
ogre, voilà, et donc qui veille un peu sur ses enfants, ou qui les emprisonne d'ailleurs, puisque la bande-annonce sème le doute sur le point de savoir si la menace est réelle ou... Ah ben, de toute façon, tout le cœur du film est ça, c'est-à-dire que lui dit je vous ai recueilli, il y en a un, c'est un jeune homme qui est son voisin en fait, qui est rentré in extremis dans le bunker quand des événements ont fait qu'il a fallu se cacher. Elle, c'est une nana donc qui l'aurait provoqué, je dis aurait au conditionnel parce qu'en fait c'est la version qu'il donne, mais il y a une autre version qui est tout à fait plausible, à savoir qu'il l'ait kidnappée. Non, elle a un accident de bagnole. Oui, mais le truc c'est que elle a le souvenir d'avoir été percutée et elle reconnaît son 4x4 à lui, donc tu ne sauras jamais. En fait, pendant toute une partie du film, elle est persuadée en fait qu'il l'a tamponnée exprès pour pouvoir la choper et pour pouvoir la ramener. Et lui, en fait, désarme ça aussi d'un autre côté en disant, écoute, et en plus, alors que le sujet n'est pas du tout évoqué, en lui disant, écoute, c'était la merde, j'étais en panique, je regagnais mon abri, j'ai paniqué, j'ai voulu te dépasser, je t'ai percuté, et donc en fait si je t'ai pris dans mon bunker alors que je veux que je veux personne, c'est parce que je me sens coupable de t'avoir provoqué un accident et je voulais te soigner, etc. Donc du coup tu vois tu balances là-dedans parce que il alterne entre... et en même temps, tu sens tu comprends que c'est un ex-marine, donc il est très rigide, hein, à table, faut pas trop parler, machin, etc. Mais en même temps, il y a tout un moment où tout ça se détend et où ils semblent trouver tous les trois une sorte d'harmonie dans la cohabitation, chacun s'étant fait une raison sur le fait que notamment, on n'allait pas sortir de sitôt parce que derrière, en haut, c'était contaminé. Et puis, très rapidement, des petites choses, parce qu'il faut bien relancer la machine, parce que si c'était pour les montrer heureux dans un bunker, voilà. Mais très rapidement, la machine repart sur quelque chose, sur des petites choses qui sont disséminées de façon très intelligente et qui vont pousser en fait à affronter cette espèce d'ogre, ou en tout cas essayer d'échapper jusqu'au dénouement de la fin. Et chose intéressante aussi, c'est que tu as autant c'est pas qu'un film de huis clos, puisque le bon dernier tiers, on bascule sur un film qui est différent. On n'est plus dans le huis clos, sans trop spoiler. On bascule on revient d'ailleurs un peu plus sur du film de SF, mais tout ça est étonnant en fait d'avoir quasiment deux films en un, avec une première partie que pour moi, j'aurais voulu voir continuer plus. Parce que je trouve ça hyper intéressant. C'était pas mal. Moi, j'aurais voulu encore un petit peu plus de huis clos, mais bon, c'est un petit détail. Et ça en fait un petit film très malin, très bien fait. Avec de très très bons acteurs. Il n'y en a que 3, si tu rajoutes 4. Oui, c'est essentiellement un huis clos. Ah oui, très clairement. Très clairement. C'est John Goodman qui alterne entre une figure bienveillante et une espèce de froideur. Et pendant très longtemps, on ne sait véritablement pas. Autant parfois on peut sentir un peu, un peu des choses en disant on voit où le film part. Et pour peu qu'on rentre dedans, pendant finalement pas mal de temps sur le métrage, on doute véritablement. Et comme en plus le film a été lancé en catimini, sans promo ni rien, on se retrouve à consommer le film en n'ayant pas vu grand chose et en se disant ça peut partir dans tous les sens. C'est un peu le phénomène Lost. Mais ce qui est bien, c'est bien ces bandes annonces énigmatiques plutôt que le résumé du film en 3 minutes. Et puis du coup tu t'identifies complètement à la jeune fille qui elle aussi est baladée entre l'ultra peur qu'elle a au début quand elle se réveille, tu penses bien dans un bunker attaché avec ce mec qui lui parle à peine, et puis finalement le fait qu'il lui explique tout ça et qu'a priori il mentirait pas, mais finalement il y a quand même des choses inquiétantes, etc. Donc tu es baladé en même temps et du coup je trouve que c'est un bon moyen d'être complètement identifié à elle et de toi aussi de pas savoir ce que veut ce mec et de pas savoir s'il ment, si il est honnête sur certains points, sur est-ce que en dehors de tu sens très bien cette espèce d'énorme violence latente. Il suffit simplement une scène qui est moi je trouve aussi glaçante. Ils parlent à table tous les trois et puis il vient déjà de dire au mec qui parle trop, donc il aimerait bien un peu plus de silence. Elle en fait exprès parce qu'elle est dans les premiers débuts, elle veut tester, donc elle relance une conversation exprès pour et en fait il va commencer
à serrer les poings. Sauf que t'as un gros plan, c'est pas des poings qu'il a à John Goodman, c'est des enclumes en fait. Et c'est, je te jure, des mains mais absolument énormes. Et quand il commence à les serrer très très fort et à souffler, donc tu sens qu'il commence à monter, tu dirais un peu Hulk, qui commence à être en colère. Il est extrêmement inquiétant parce que tu te dis, ça va voler quoi, ça va voler et il est capable de déborder. Donc voilà, donc c'est très malin. C'est très comme en fait Cloverfield était aussi très malin. Et ben c'est mon coup de cœur. On reste dans le petit côté, malin. Et non vraiment je le pense. Et donc pour compléter, Mathieu, tu as la troisième partie. Qui est un peu étonnante. Cloverfield Paradox, qui est sorti sur Netflix et qui là est du coup un vrai film de SF puisque ça se passe dans l'espace. En fait, il y aurait un fil rouge que j'ai pas encore vu moi, Moi non plus. Et on en annonce un quatrième. Donc c'est vraiment avec toujours la même chose. Paradox a été annoncé quasiment du jour au lendemain. Et puisque Paradox était normalement le quatrième film, le troisième ayant été annoncé. Et puis du jour au lendemain, on découvre qu'en fait non, Paradox est le troisième film et qu'il est disponible dès aujourd'hui sur Netflix. Donc il y a toujours avec un accueil qui a été un peu tiédasse. Mais il y a un fil rouge quand même le fil rouge, c'est les événements de Cloverfield. Oui. Le fil rouge, c'est ça. Donc, qui peut être plus ou moins diffus, c'est pas tout à fait évident. Voilà. Donc, mais ça t'empêche pas, encore une fois, tu peux savourer parfaitement 10 Cloverfield Lane en n'ayant pas vu Cloverfield. C'est pas un problème. Ou en ayant qu'un très vague souvenir. C'est pas... Ouais. Donc voilà, donc c'était plutôt cool quoi. Ok. Annihilation, vous avez vu Non, pas encore. Toujours pas. Steph l'a vu hier soir, apparemment c'est top. Ah ouais ? Ouais, on lui demandera. Oui, grosse déception de ne pas avoir pu le voir en salle, ça, c'est clair. Ouais, toi tu l'as vu par contre. Non, je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu encore ? Non. Ouais. Bah oui, mais ça, ce sera toujours l'éternel débat de... Quand tu vois la bisbille Netflix. Non, j'avais énormément aimé son premier film, Ex Machina. Je l'ai en DVD, j'ai toujours. Alors, a priori, son premier film, on découvre que c'est Dredd. Oui, alors son premier film officiel. Le premier film que j'ai vu de lui. Pour lequel il a été payé vraiment en tant que réalisateur. C'est fou cette histoire. Ouais. Bah ouais, ça fait partie des choses qu'on découvre après. Très longtemps après. Alex Garland. Donc je pense qu'on reparlera d'Annihilation quand tout le monde l'aura vu. Ouais, carrément. Moi ça va permettre de faire une petite transition parce qu'il est impensable qu'on n'en parle pas ou qu'on revienne pas sur cet auteur en parlant de Ready Player One. Toi Aurel, ça va être une redite puisque c'était une des choses que j'avais mentionné dans le podcast enregistré maudit que personne ne pourra écouter. J'ai lu le dernier Stephen King, donc Sleeping Beauties, qui est arrangé dans le cadre des bouquins chorales de King, un peu comme Bazar, un peu comme dans une certaine mesure ça, ou plus récemment Dome, c'est-à-dire on se focalise un peu au microscope sur une ville, une communauté qui doit affronter des événements très particuliers. Ces événements, c'est à la fois l'arrivée d'une femme très mystérieuse dotée de pouvoir ou de comportements qui intriguent, qui interpellent la communauté dans laquelle elle se retrouve, et au même moment se déclenche une vague qui ne touche que les femmes, où celles-ci, dès qu'elles s'endorment, se retrouvent enveloppées dans un cocon dans lequel elles ne peuvent pas sortir, donc plongées dans une sorte de stase plus ou moins définitif. Si on essaye de déchirer le cocon ou d'empêcher la manipulation de se faire, elles deviennent extrêmement agressives et tuent tout le monde sur leur passage, sauf leurs enfants. Donc ça c'est un peu une épingle de scénaristes, d'écrivains pour éviter, pour amener une sorte de contrepoint à ce niveau-là. Donc ça affecte le monde entier. Donc on a comme dans Dome une mise en place progressive puisque en fonction des fuseaux horaires, les différents pays sont affectés et on a par petites touches des manifestations de ça, notamment dans un avion où les femmes s'endorment. Comme l'avion est coupé de toute communication, ils ne savent pas qu'il ne faut pas déchirer, et donc du coup ça provoque le crash de l'avion. Donc c'est 2-3 paragraphes. Donc on suit à la fois les fuseaux horaires et puis très rapidement on va se concentrer sur toute une galerie de personnages comme King sait les faire, où ils vont devoir affronter à la fois cette disparition programmée des femmes, certaines prenant des produits ou essayant de trouver des subterfuges pour ne pas tomber dans le sommeil, et puis très rapidement on va se retrouver avec un monde lapsus où ne sont très rapidement présents que des hommes, avec cette dichotomie
de faire le choix entre un monde féminin ou un monde masculin. Monde féminin, King fait très rapidement le choix en disant que les femmes sont plutôt bienveillantes, les hommes sont armés pour foutre le bordel. Donc ça peut être un peu manichéen sur l'approche, mais on se retrouve confronté à une communauté dans le Midwest de mémoire, je sais plus le nom de la ville, c'est pas Derry ou Castle Rock comme d'habitude, mais où règne, c'est un peu le monde des rednecks, c'est-à-dire on a les alcoolos, toute la palette de personnages habituels qui se retrouvent donc sans contrepoint féminin pour calmer un peu tout ça. Donc ça va très rapidement partir en live. Donc on pourrait considérer que c'est pas le truc le plus original parce que King nous a déjà abordé ces différents sujets-là. Le vrai apport, c'est son fils, puisque c'est écrit à 4 mains avec Owen King. Donc je ne savais pas qu'il était auteur. Je connaissais Joe Hill, dont j'ai lu certains de ses bouquins, notamment Nosferatu, et qui apporte un ton un petit peu différent. Donc c'est plutôt sympa. C'est un bon pavé. Ça fait 700 pages. Oui, on a très gros. Toujours le creux un peu au milieu du truc, mais derrière, très rapidement, la perspective qui est plutôt emballante et assez référentielle d'une attaque de prison qui va forcément nous faire penser à l'attaque de The Walking Dead par exemple, qui est un peu décomposé comme ça, avec des enjeux dramatiques, des personnages qui peuvent être sacrifiés assez facilement. Donc c'est plutôt un bon King, et surtout pour ceux qui avaient été soit rebutés, soit un peu lassés par les 2 gros tomes de Dome, en disant oh, c'est compliqué, beaucoup de personnages assimilés. Là c'est un peu la version resserrée, féministe, je sais pas, parce que ça se débat, mais c'est plutôt intéressant, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous cherchez un bon bouquin pour cet été, Sleeping Beauties de King, c'est parfait pour pas trop se prendre la tête, mais en même temps avoir une histoire assez riche et effectivement qui interroge sur certains comportements avec la disparition de ces femmes et la nature typiquement masculine qui peut très rapidement reprendre le pas. C'est venant de sa part plutôt intéressant, et ça poursuit la déconstruction de l'Amérique, surtout avec Trump à sa tête. C'est peut-être son bouquin le plus politisé en définitive, dans lequel il marque le plus l'empreinte du temps. Donc c'est très très intéressant. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Alors on reprend, on va enfin pouvoir parler de Ready Player One. Donc finalement c'est pas plus mal parce qu'on a vu le film, là on est le 2 mai, on a vu le film avec Aurel la semaine dernière, donc c'est pas vraiment un débrief à chaud, donc peut-être qu'on en a déjà en plus parlé, donc on connaît la position des uns et des autres, on verra si ça a un peu évolué ou pas. Petit disclaimer, le film est dans sa 5e ou 6e semaine d'exploitation, donc ceux qui voulaient le voir l'ont très probablement déjà vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que ça ne les intéressait pas nécessairement. Traduction, on va spoiler. D'autant plus qu'on a bien évidemment grand hâte de parler avec toi Mathieu d'une scène qui nous a forcément marqué. Et du film aussi en général. Et du film marqué aussi en général. Parce que, voilà. Mais bon, on démarre du coup. Qui veut commencer à dire ce qu'il en a pensé de ce retour de Spielberg au film d'aventure, gros budget, j'ai peut-être effets commencé spéciaux, etc. parce que ce sera peut-être moi qui partirai pour des raisons externes. Voilà, moi j'avais été très clair dès le départ, dès la bande-annonce, la première, et après j'avais pas voulu revoir comme d'habitude d'autres. J'étais très partagé entre un monde qui ne m'intéresse absolument pas. Voilà, faut savoir que je suis pas gamer. Voilà, peut-être contrairement à vous, toi, je sais que tu joues, Mathieu, je crois que tu joues aussi un peu. Donc voilà, même si j'ai par vous en fait la connaissance, je continue à suivre un peu ce qui se passe, voilà, etc. Je suis peut-être le pire joueur de Call of Duty au monde que la Terre ait jamais porté. La synchronisation des pouces, pouces écran, c'est un peu compliqué. Voilà, donc vraiment c'est impossible. Et donc cet univers qui quand même très vidéoludique en fait, avec cette culture jeux vidéo qui m'intéresse pas, mais avec le fait qu'on me présente une quête avec des gamins, donc tu vois là un peu le côté produit par Amblin, c'est un film Amblin, avec en plus effectivement un film qui est marqué production Amblin, et avec Steven qui avait l'air décidé
après l'échec du bon gros géant, à peut-être reprendre un peu les choses en main du côté blockbuster. Le constat à la sortie de ce film-là, c'est que mes craintes en fait sont justifiées parce que ça m'a pas intéressé du tout. Il y a plusieurs choses qui me gênent, c'est que indépendamment, si tu veux, que les références qu'il y en ait à foison. Je pense pas que moi, le fait que je les connaisse pas m'empêche, en fait, si tu veux, de profiter du film, parce que la référence, en fait, elle a un sens. Je pense que quand tu en fais quelque chose. Et là, il y a un côté juste compilation, c'est-à-dire clin d'œil, qui en fait n'apporte rien. Donc, si tu les connais pas, c'est un chara-design d'un personnage. Voilà, mais à part comme ça, un autre. si tu veux, c'est simplement celui qui connaît, ça crée une petite étincelle, il y a un petit sourire et puis on passe à autre chose. Ouais, mais du coup, ce côté un peu clichetonnage, moi, me laisse complètement indifférent parce que je suis pas plus nostalgique que ça, et je trouve que, tu vois, à la limite, je préfère l'emploi de clichés ou de clins d'œil un peu à la Stranger Things, c'est-à-dire que voilà, quand dans la saison 2 les gamins font Halloween en tenue de Ghostbusters, moi je trouve là ça me plaît comme référence et comme utilisation de la référence. Dans Ready Player One, quand tu vois Freddy au loin se faire tuer, voilà, tu dis tiens, ouais, j'ai vu Freddy. Donc premier écueil, c'est que deuxième écueil, c'est que pour un film qui est estampillé Amblin, j'ai trouvé ça très froid. Et j'ai trouvé ça pas chaleureux, j'ai trouvé ça pas émouvant. Je trouve que la bande, on ne s'y accroche pas, sauf à elle, l'héroïne, qui est autant son avatar est top, autant elle-même et comment dire, vraiment, vraiment chouette comme actrice, parce qu'elle porte en elle cette révolution, cet instinct de révolution et cet instinct de... C'est quoi la rébellion Non, mais c'est la seule qui dit non, finalement. C'est la seule qui dit non. Même lui, si tu veux, le héros, pendant longtemps, lui, son credo, c'est écoute, moi je veux bien participer à ton truc, mais me demander d'embraser la cause de la révolution, moi j'ai mes items, je veux pas perdre en gros tout mon magot de trucs que j'ai gagnés, donc t'es gentil, je viens parce que éventuellement j'aimerais bien t'emballer un peu, mais faut pas plus me demander que ça. Et c'est elle qui le pousse en fait à prendre conscience des enjeux. On va peut-être rappeler la structure du film. Donc c'est un film qui nous raconte la vie d'un créateur d'un monde alternatif, enfin un MMO alternatif en réalité virtuelle, auquel semble-t-il une grosse majorité de la population s'adonne de manière outrancière, selon Spielberg, on y reviendra. Et au décès de ce créateur, il est révélé que dans le monde se cache un easter egg, un œuf. Celui qui le découvre en passant trois épreuves, a le contrôle total de l'Oasis, donc qui est le logiciel en tant que tel, qui est la plus grosse société, enfin qui correspond à la plus grosse société au monde, et un paquet de pognon. Et donc lui cherche ça, plus pas tant pour le pouvoir ou quoi que ce soit, mais par assimilation au créateur qui est un peu loufoque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et derrière, le contrepoint, c'est une société dont on connaît pas trop les motivations, à part de prendre le contrôle pour pouvoir balancer des pubs ad noiseam dans le jeu. Pour faire un espace commercial et plus un espace parce que c'est une espèce de gigantesque réseau social, si tu veux, de rencontres. Oui, parce qu'en définitive, ils jouent pas tant plus que ça, à part la planète Doom et la course-poursuite de bagnole, il n'y a pas beaucoup de jeux dedans. Tu vois qu'en fait, c'est ce qu'il te dit, c'est que les gens que tu es incapable de te faire comme amis dans la réalité, tu vas en fait les rencontrer dans l'univers virtuel de l'Oasis. Cette immense plateforme virtuelle. Voilà, c'est ça. Alors on est dans un monde dystopique, c'est-à-dire on est dans une trentaine d'années grosso modo par rapport à la date à laquelle nous enregistrons. Mais du coup, pour en revenir à ça, donc une fois ça dit, moi les enjeux me laissent parfaitement indifférent. Le règlement de tout ça me laisse parfaitement indifférent, et d'ailleurs je trouve que le
le regard de... J'ai vraiment du mal à comprendre, tu vois, parce que du coup, pendant une semaine, j'ai lu des critiques à droite, à gauche, notamment ceux qui sont enflammés en disant œuvre visionnaire, on trouve beaucoup de ça, voilà. Et j'avoue que je ne comprends pas. J'avoue que je reste absolument pantois devant comment tu peux considérer ce film-là comme un film générationnel et un film message, et en tout cas un film dans lequel Spielberg investit un message. Moi je trouve qu'au contraire, je trouve un œil de Spielberg sur tout ça. Pas investi du tout. Hein. Un, pas investi, et deux, très cruel. Parce que les gens, dans la réalité, quand tu les vois jouer au jeu, c'est quand même une bande de débiles dans ce plan là où tu les vois tous jouer dans leur salon de mobil-home, et pas très glorieux. C'est-à-dire qu'en gros, on te montre de quoi t'as l'air quand tu joues dans un jeu vidéo. Un jeu qui est un pur échappatoire d'ailleurs d'une existence mais très très médiocre, puisqu'ils font plus que ça. Parce qu'il faut aussi expliquer que tu peux t'endetter. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'aussi. Oui, c'est que la société qui joue le Némésis. Voilà, tu te retrouves à être endetté en fait dans le jeu auprès d'une compagnie qui existe vraiment, et ta seul moyen de rembourser ta dette est de continuer à jouer gratuitement. Donc c'est une sorte de travaux forcés, une sorte de travaux forcés pour justement cette société qui est ni plus ni moins presque à la base qu'une société de recouvrement finalement, et qui va exploiter ton temps de jeu et ton accès à l'oasis. Enfin bref, ça c'est intéressant, mais encore une fois c'est très peu abordé. C'est mal montré, c'est voilà. Et puis le regard de la fin dans le dénouement, quand tu te dis qu'en fait ils ont fait la révolution, pourquoi ? Pour que du coup la seule bonne idée qu'ils aient un peu disruptive, c'est ne pas jouer 2 fois par semaine. Pour emballer des meufs dans des canapes. En mode ado. Donc c'est-à-dire l'ambition de la révolution, hein, c'est fou. Donc je trouve qu'au contraire le regard alors moi si tu veux, en plus il faudra m'expliquer, c'est-à-dire qu'on dépeint Spielberg comme un gamer hardcore, un mec qui a suivi, qui continue à jouer, etc. Où est même l'amour des jeux vidéo là-dedans ? J'en sais fou. Par les références. Moi, j'en sais rien. Oui, sauf que c'est problématique, et je vais en terminer là-dessus. C'est-à-dire que le seul moment où ce film est extraordinaire, c'est dans quelques références qui sont, du coup, toutes des références au cinéma. Cinématographique, absolument. Le cube de Zemeckis, la DeLorean, la Sainte-Grenade des Monty Python qui est voilà, et en séquence au milieu, cette chose qui a fait que je suis sorti de mon ennui et que j'ai eu des frissons quand j'ai compris où on allait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait du coup la deuxième quête se passe dans Shining. Voilà, ni plus ni moins. Et donc on va avoir un Steven Spielberg qui va en fait nous ramener de façon en plus, je trouve très charmante, en rentrant dans un vieux cinéma, dans une vieille salle, et du coup en débouchant directement, ce qui est absolument génial, sur ce salon, voilà, qui est magnifique, où à l'Overlook, où manifestement on est autour de ce moment où comment dire, Jack tape à la machine de façon frénétique, puisque tu as la machine installée avec les feuilles qui sont à côté dans le petit bac. Donc tu sais que c'est le moment où le film bascule, puisque c'est à partir de là où quand Wendy va lire ce qu'il est en train de taper que les choses vont vraiment basculer. Donc tu sens que tu es à ce moment-là très critique, et puis après ça va être en fait un roller coaster, une utilisation de cet univers-là qui est absolument magnifique, et qui est moi je trouve une vraie déclaration d'amour extrêmement respectueuse au cinéma de Kubrick, parce que non seulement c'est beau, mais en plus ça arrive à embraser un peu l'atmosphère. Enfin, tout ça est très... Et c'est vraiment un instant magique, je trouve, d'immersion totale à nouveau dans ça. Certains le considèrent comme étant un vrai sacrilège. Oui, jusqu'à le faire sortir, mais moi j'ai pas trouvé, parce que d'apporter des ados dans ce monde-là qui viennent foutre le bordel, notamment quand l'avatar se retrouve confronté dans la chambre 237. Oui, mais sauf que c'est aussi parce qu'il n'a pas vu le film. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça le truc. Mais justement, c'est intéressant. Il s'aperçoit qu'en fait il n'a pas vu le film, et il flippe. Du coup.
Enfin voilà, c'est terrorisant. Moi, je trouve que refaire cette espèce de reprendre la cascade de sang pour la prolonger dans les couloirs, voilà, enfin c'est quelque chose d'assez génial. C'est-à-dire qu'il poursuit en fait cette scène-là. On visite tous les lieux, c'est vraiment un roller coaster. On a l'impression. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il poursuit ça, quoi. Donc et puis on a le droit à toutes les figures, mais je trouve que le traitement, moi, là, tu le sens investi, là, tu sens le respect, là, tu sens les choses, quoi. Tu sens l'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas un côté parc d'attraction, de dire roller coaster, toi, parc d'attraction, et hop, c'est presque à croire qu'il en fait le film que pour cette séquence. Mais c'est ça. Moi, je pense. Alors, je sais pas si elle est dans le bouquin. Moi, j'ai pas cette réponse. Il me semble que non, qu'elle n'est pas dans ce bouquin-là. Et donc, du coup, pour en terminer là-dessus, c'est-à-dire que pour tous ceux qui trouvent que c'est un manifeste, une déclaration d'amour à cet univers de jeux vidéo, interrogez-vous quand même, parce que les seules vraies références et les seuls vrais moments où on sent Spielberg éveillé derrière, où il crache pas la figure d'un peu de quand même, où il n'a pas un discours de vieux con sur cet univers-là, et finalement quand il traite de références de cinéma. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment étonné de la portée que certains y voient et des intentions de peut-être la mise en scène. Ah mais après ça, de toute façon, on le sait, la poursuite en voiture, elle est dingue, même si elle est un peu bordélique par moment, mais ça c'est parce que c'est moi qui suis, quand il se passe trop de choses, au bout d'un moment, moi je sature et j'ai du mal, mais il faut reconnaître quand même qu'elle t'emmène, cette espèce de circuit urbain avec Kong qui est absolument génial. Voilà, mais il n'y a pas de souci si tu veux sur la maîtrise technique. Tyrannosaure de Jurassic Park. Sur la maîtrise technique, c'est pas là où tu vas le toper, c'est évident si tu veux. Sauf que derrière, en fait, tu sens que tout ça, ça veut dire quoi ? Tout ça, ça t'emmène où ? Et je trouve que le film vraiment se dégonfle, et toute la fin là, le discours quand même un peu bizarre le plan même, le plan un peu bizarre de la fin, ouais, non mais sans parler de ça, quand il se retrouve avec quand il se retrouve avec le créateur, quand il a enfin gagné, etc. Je trouve que là il se réveille aussi un peu. Ouais, mais t'as aussi un truc sur le discours finalement, et d'expliquer que vous êtes bien gentil, mais en gros rien ne vaut la réalité quand même, les enfants. Parce qu'il a pas pu choper la meuf, le vieux. Mais c'est ouais, mais du coup c'est bizarre, tu vois. Après, pour faire une parenthèse, moi aussi j'ai lu 2-3 trucs, et surtout j'ai écouté nos amis de ZQSD qui en ont pas mal parlé, et surtout un qui a lu le bouquin, puisque c'est tiré d'un livre. Ouais. Donc et en plus la répute d'être un très mauvais livre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est assez lisible par l'amoncellement de références, mais surtout quelque chose qui aurait pu être intéressant et qui n'est très peu traité par Spielberg, le fait que les gens s'immergent autant, quitte à s'endetter, vient du fait que dans le bouquin, le monde, a priori, est nettement plus dégradé que celui que Spielberg nous offre. C'est-à-dire que le monde, c'est Mad Max, à la base, dans le bouquin. Donc il y a la moitié de la population qui a disparu, il y a des nuages atomiques à plus savoir qu'en foutre à ce niveau-là, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de machin, donc effectivement on retrouve quelques bornes Wi-Fi qui fonctionnent, ce qui fait que l'intégralité de la population ne joue pas à Oasis, parce que la moitié de la population est décédée en fait. Donc il y a une espèce d'urgence à vivre la fin du monde à l'abri derrière ce logiciel-là qui procure, comme disait Mathieu, une sorte d'échappatoire. Forcément, quand tu veux faire un film plus pop, plus référencé, plus Amblin, c'est pas Terminator 2, quoi. Et le film est clairement dégagé de tout enjeu politique, hein. Ça c'est absolument certain. Le méchant est certes bien campé par Ben Mendelsohn, mais les enjeux du truc, qui est résumé d'ailleurs en un plan, c'est-à-dire qu'il montre à des actionnaires ce qu'on pourrait faire tout en évitant l'épilepsie. C'est-à-dire de la campagne de pub, c'est-à-dire qu'il y en a un, il cherche l'œuf uniquement pour se rapprocher d'un créateur et éventuellement peut-être épater la fille, et puis de l'autre, c'est uniquement pour passer des spots de pub à des millions de consommateurs. Bon, c'est vrai que les enjeux sont pas... Non. Ce qui fait un film, très... moi, qui m'a pas parlé... Et toi, Mathieu, je pense que tu partages après. Alors moi, le film ne m'a plu ni intellectuellement ni émotionnellement.
Je ne suis absolument pas rentré dans le film. J'étais d'ailleurs à un moment donné dans le premier tiers à la limite de l'assoupissement, jusqu'à ce qu'effectivement la séquence de Shining me réveille de la manière la plus heureuse qui soit. Sur le plan politique, on va dire stricto sensu, effectivement, on vient de le dire, Spielberg a évacué tout enjeu. Comme s'il avait voulu en faire un produit purement ludique. Le problème, c'est que le film n'est absolument pas ludique. Je l'ai trouvé, à vrai dire, très triste. Très... comment on pourrait dire ça en étant le plus objectif possible, très désabusé, on va dire. Un peu comme si finalement Spielberg ne croyait absolument pas à ce film. Et effectivement, les seules références manifestement qui l'intéressent sont des références cinématographiques. Les références de jeu, alors je suis effectivement un gamer modéré, on va dire, mais j'ai quand même été en mesure d'en repérer un certain nombre. Elles passent comme ça, comme un clin d'œil effectivement, qui prête à sourire, mais qui ne font pas avancer l'histoire. Et on ne peut que regretter, quand on voit cette fabuleuse séquence de Shining, que le film n'en contienne pas d'autres, qui auraient consisté, par exemple, à rentrer dans un univers d'un jeu donné. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que les quêtes, par exemple, sont aussi désincarnées ? Pourquoi est-ce que pourquoi il n'en a pas fait une sorte de Jumanji du jeu vidéo, on va dire ? Avec des... Certains pensent d'ailleurs que face à Jumanji, l'aspect jeu vidéo est bien mieux traité dans le Jumanji le dernier, avec The Rock, que dans celui-ci. Voilà. C'est vrai que la quête qui consiste à aller dézinguer le château du méchant, la troisième quête, elle effectivement, elle lui permet de faire cette scène de bataille qui par certains aspects, quand on se focalise sur certains personnages, est effectivement assez époustouflante de mise en scène, mais qui reste une scène de bataille. Encore une fois, que les éléments qui apportent du frisson dans cette bataille, c'est encore des éléments cinématographiques. C'est quoi ? C'est le géant de fer, c'est le Mechagodzilla. C'est Chucky, c'est Chucky, effectivement. Encore une fois, on reste dans je trouve ça, moi, mais effectivement, très étonnant. Le fait on survole l'aspect jeu, parce que même dans l'Oasis, il n'y a pas de jeu. On voit une salle, on voit un bar dansant, on voit une bibliothèque, enfin on voit des univers sociaux, mais on voit pas de jeu. Pourquoi ne pas avoir fait comme il l'a fait pour Shining, par exemple, une immersion dans un jeu vidéo comme un Tomb Raider, par exemple. Pourquoi ne pas les avoir fait traverser une salle aux côtés de Lara Croft, une salle à énigmes, par exemple. Ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà ce que je m'attendais à voir en réalité. Voilà ce que je n'ai pas vu. J'ai pas été intéressé par les personnages, hormis effectivement la jeune fille que j'ai trouvée bien incarnée, touchante. Ouais. Le héros ne m'a absolument pas intéressé du tout. Je l'ai trouvé. C'est pas très bien joué. Qui est que par la disparition de ses parents, qui est évacué en. C'est un orphelin. Oui, c'est ça. Et puis par la disparition de son oncle et sa tante, du coup, qui le touche sans le toucher, on va dire. Voilà. C'est pas non plus le deuil. Hein. Non. Et donc, et puis derrière ce clan, alors qui évoque pour le coup un peu le mauvais Spielberg de Hook, je trouve, avec tous les stéréotypes qui sont posés là pour satisfaire sans doute le plus grand nombre. J'ai l'impression que Spielberg ne croit pas à son film, en réalité. J'ai l'impression qu'il n'y croit pas et que finalement, je le dis sans ironie, la seule chose qui l'a intéressé réellement, c'est de faire cette incursion dans le film Shining. Et alors, il y a un autre clin d'œil d'ailleurs à Kubrick que vous avez noté, c'est le casino. Qui nous est représenté au tout début du film sous la forme de ce vaisseau circulaire de 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. Oui. Et cette séquence d'incursion dans Shining, moi j'ai trouvé extrêmement respectueuse, extrêmement intelligente. Alors, c'était une excellente idée de n'avoir montré aucun des personnages du film Shining, à proprement parler. On ne voit ni Jack, ni Wendy, ni Danny. On aperçoit les jambes de Jack sous la forme d'un géant avec cette hache dans le labyrinthe. La séquence, elle est visuellement magnifique et c'est vrai que ça procure un frisson de rentrer comme ça en cinémascope dans cet hôtel.
sur ce plan-là, cette séquence, elle tient vraiment ses promesses. Elle est à la fois ludique et respectueuse, et puis il se permet en plus ce petit clin d'œil finalement pour ceux qui n'ont pas vu le film, au travers de ce personnage qui, ne l'ayant effectivement pas vu, va rentrer sans réfléchir dans la chambre de 137 après avoir suivi la balle jaune qui lui a été lancée. Vu les jumelles et avoir vu les jumelles. Voilà. C'est vrai que même la manière dont c'est abordé, le fait parce qu'en fait ils doivent faire un choix parmi une catégorie de films, puisque c'est la porte d'entrée. L'indice étant, alors c'est très grossier comme indice, une création détestée par son auteur. Oui, rien de subtil, mais la manière, on sent qu'il y a de l'éveil, on sent qu'effectivement il y a une prise de plaisir de Spielberg d'aborder cette scène-là. Alors, sous la forme d'une VHS d'ailleurs, vous avez noté ? Oui. Un boîtier VHS. C'est une VHS du film. Je me suis intéressé d'ailleurs sur le plan technique à la manière dont ils ont réalisé cette scène. Je me suis demandé en fait s'ils avaient reconstitué les décors. C'est une question que je me posais. Et en réalité non. Ce sont des images haute définition du film dans lesquelles ils ont inséré les personnages. Donc le rendu est absolument exceptionnel. Et on ne peut que regretter que le film ne contienne pas d'autres séquences comme celle-ci, que ce soit sur un plan cinématographique ou sur un plan jeu vidéo. Au moins, on aurait eu du fun, on va dire. Or, le film n'est ni intelligent, ni fun, ni réellement divertissant, à vrai dire. Et d'ailleurs, le box-office n'est pas du tout celui qu'on avait annoncé. Non. Le film manifestement n'a su convaincre personne, ni les geeks, ni les gamers, ni la génération. C'est un score moyen, c'est un score moyen, mais parce qu'aussi il a trouvé sur sa route un phénomène de résistance, on en parlait, le Jumanji, qui du coup a peut-être plus parlé aux gamins qui jouent, si effectivement le côté jeu vidéo est très bien traité dedans. Peut-être probablement que du coup, le cœur de cible qui était visé par Ready Player One est peut-être resté du coup accroché à Jumanji. Qui a quasiment atteint le milliard de dollars. Il y a un vrai phénomène je pense, de pompage et de résistance de ce film que personne n'attendait. Qui en plus tu vois qui s'est aussi marketé au fur et à mesure de son exploitation là-dessus, en disant regardez ce film, voilà, il se passe quelque chose, machin, etc. Et il s'est fait siphonner, je pense, beaucoup de choses, mais ce qui prouve bien que est-ce qu'il y croyait vraiment à ce film? C'est étonnant parce que c'est un film de commande. Tout le monde dit oui, c'est un film de commande. Moi je veux bien que ce soit un film de commande, mais il avait quand même certaines. Alors, en plus, si tu veux, quand tu vois on a la chance cette année du coup d'en voir 2 des Spielberg en 4 mois. Donc on a vu Pentagon, infiniment plus d'investissement de Spielberg dans Pentagon Papers que quand tu vois mais c'est fou, enfin c'est quand même dingue, sachant que historiquement il fait pas l'un après l'autre, on l'a déjà suffisamment expliqué ici. Il commence le premier pour suspendre, pour faire le deuxième qui est plus petit. Pendant que la post-prod se fait. Et pour y revenir, après. Donc, ce qui est vraiment en plus, du coup, quand tu réfléchis, quand tu vois les 2 films, effectivement, tu te dis il faisait Ready Player One. Dès qu'il a pu se barrer et qu'il a eu la possibilité de faire quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, il l'a fait. Là, il s'est investi. Et c'est un chouette film. Mais tout le monde. Et pour en revenir ensuite du coup dessus en traitant du coup le film comme il faisait. Janusz Kaminski, son directeur photo, son chef opérateur, quand il vient t'expliquer qu'un film qui s'est jamais autant fait chier à faire Ready Player One parce qu'il n'y a pas de prise de vue en réel et que derrière c'est de l'étalonnage numérique, quoi. Oui, puis si tu vois sur le côté, la seule empreinte moi que j'ai trouvée du coup sur ce qui se passe dans le monde réel, c'est qu'en fait t'as une sorte d'image un peu un grain à la Robocop. Ouais. Assez froid, c'était assez qui du coup est réussi, mais qui donne à l'ensemble. Et j'en ai même à penser. Froideur. Pentagon Papers, c'est peut-être une respiration en fait pour tout le monde. Pour sortir de cette bouillasse numérique qui passionne pas grand monde, parce que autant Spielberg est effectivement celui qui nous a apporté Jurassic Park en 94 et qui a toujours été à la pointe des effets spéciaux, je pense que là il se retrouve pas dépassé, mais c'est désincarné en fait. Je pense que Spielberg fera pas Avatar par exemple. Oui. Ça l'intéresse plus. Alors ça je suis pas d'accord. Est-ce qu'il a passé trop de temps? Je suis pas persuadé de ça moi.
Je suis pas persuadé que c'est pas quelqu'un qui serait capable de mettre quelque je dis pas chose. qu'il en serait capable, mais si le sujet l'intéressait, si l'histoire l'intéressait, et je pense qu'il se retrouve surtout confronté à un bouquin qui est naze, qui a un projet peut-être monté aussi un peu sur la vague nostalgie, qui est d'ailleurs un des effets pervers de Stranger Things, où on voit que le côté clichtonnage a beaucoup marché et a fait beaucoup pour cette espèce de nostalgie des années 80. Sur lequel Marvel va sortir avec Captain Marvel. Et du coup, si tu veux, un projet qui s'est décanté et qui du coup a trouvé, qui s'est engouffré un peu de façon opportuniste là-dedans, mais il n'est pas monté pour les bonnes raisons, ce film-là. Mais il est peut-être aussi monté tout simplement parce que même un réalisateur de la trempe de Kubrick, de Spielberg, a besoin malgré tout de financement. Oui, il faut quand même qu'il fasse des résultats de temps en temps. Or, Pentagon's Papers était un film qui lui tenait à cœur, mais qui n'était pas promu à un très grand succès public. Donc, mais même si il a aussi il a marché. Oui, mais vraiment convenablement pour un film aussi compliqué avec un sujet aussi pointu que ça. Donc Spielberg a toujours eu l'habitude de jongler entre des grosses productions destinées à faire rentrer de l'argent dans les caisses et puis des projets plus intimistes, plus intéressants. Mais généralement il réussissait le projet aussi grand public. Et il était précurseur. Et il se retrouve un peu paradoxalement dans la même situation que son idole Stanley Kubrick, qui sort Full Metal Jacket après toute une série de films sur le Vietnam parce que il s'est fait griller sur la touche par un certain nombre de réalisateurs qui ont été plus rapides que lui dans le traitement, et notamment Platoon, qui était sorti quelques mois auparavant. Mais il s'en sort par la structure du film, parce qu'il en a raconté. Oui. C'est ça. Là, Spielberg, il donne un peu à manger au cochon quand même dans cette histoire. C'est-à-dire que voilà ce que vous voulez, je vous le livre. Après, j'ai ma touche. Moi, effectivement, je suis d'accord avec vous sur un bon nombre de points, sur le fait que les enjeux sont quand même. En fait, je refais référence au podcast de ZQSD. Ils ont la bonne formule. C'est vraiment un film familial. Donc les enjeux sont pas foufou parce que pas stressants. C'est un film pour les gosses. Ils sont pas stressants. Le méchant il est pas trop méchant que ça. Et en fait c'est tout des films qu'on a. Voilà, c'est sûr. Il est. Et puis donc les enjeux sont pas ouf. Les personnages sont pas clivants. Les méchants le sont encore moins. On a des références. Alors effectivement qui moi m'attirent le sourire quand on a. On va tous pas les citer, mais le vaisseau de Firefly, le Gundam, les armes de Halo, les armes de Gears of War, les personnages de Starcraft. Effectivement, moi je suis resté gros gamer et ces références-là, elles me parlent. Maintenant, au-delà du petit sourire en coin dans une scène d'explosion, une scène effectivement très bien mise en scène, mais assez froide, uniquement démonstratrice, oui, effectivement, je suis là en disant ah oui, machin, etc. Sauf que ça fait pas un film, et ça ne traite absolument pas le sujet. En fait, effectivement, Mathieu, je suis comme toi, j'aurais aimé une meilleure incursion dans le jeu. Après, d'autant plus que tout le dispositif est assez vrai, c'est-à-dire que le casque, les capacités de mouvement, etc. Bon, après, il y a l'enjeu cinématographique qui facilite un certain nombre de choses. Mais voilà, il fait un film là-dessus, mais dont la seule pattern, c'est le fait de à l'écran mettre des Spawn, mettre des Freddy Krueger, mettre des Robocop, mettre il y a une vidéo qui circule, enfin je pense que c'est un mème maintenant sur internet, sur YouTube, des références, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a des références à tout, il y a que Star Wars et pour lesquels il n'a pas le droit de toucher, mais on retrouve même ses propres films. Donc il y a des affiches dans la caravane qu'on voit 30 secondes, enfin même pas 30 secondes d'ailleurs, c'est une fraction de seconde. Donc voilà, donc dire que tout ça sur le moment c'est sympa, ça flatte l'œil, ça caresse dans le sens du poil, ce qui fait que moi en sortant, à la différence de Tourelle, c'était l'objet du podcast qu'on a enregistré, j'étais un peu plus positif sur le film, mais pour de mauvaises raisons, parce que c'était un film de fanboy en fait, avec des enjeux qui sont pas ouf. Cette scène de Kubrick qui est fanboy absolu, mais lui-même l'assume complètement. Voilà, des enjeux, hormis la mise en scène qui effectivement rappelle à tout le monde que Spielberg est à la fois capable
capable de faire tout en plan fixe avec une lumière très diffuse et d'avoir des scènes d'action au téléphone, comme dans Pentagon Papers, où tout se résout sur une conversation entre plusieurs personnes au téléphone, et téléphone filaire en plus, enfin avec des personnes fixes, ce qui est effectivement une vraie performance. C'est aussi le gars qui est capable d'amener un Gundam sauter du vaisseau de Firefly et qui va taper Mechagodzilla. Donc effectivement, je pense que tous les gamins ont dû kiffer ce genre de choses en se disant les Atari 2600, les vieux jeux, etc. Mais au-delà de ça, ça fait une semaine qu'on a vu le film, hormis la scène de Kubrick, moi j'en retire plus grand chose. Le look des personnages est quand même très lambda. Dans un jeu vidéo, tu peux te permettre, à part le mec avec le corps en crâne, qui est plutôt cool, le reste, le méchant a une tête, enfin son avatar est absolument pas foufou. C'est Clark Kent en fait. Oui, c'est ça, c'est le vieux Clark Kent. Voilà, c'est. La mise en scène est effectivement très audacieuse, très riche, de par aussi ses références qui accrochent l'œil et qui masquent certains problèmes de lisibilité, notamment dans cette première course-poursuite. Mais toute la structure du film est quand même relativement pauvre. On passe d'étape en étape, en sachant pertinemment qu'à la fin, c'est eux qui vont bien évidemment gagner. Oui, il n'y a aucun suspense. Effectivement. Non, tu sens pas il n'y a aucun suspense, aucune émotion. Tout ça pourrait effectivement arriver sur une fin avec une rencontre du créateur qui semble être le véritable motif du personnage principal, qui est assez décevante. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle n'est pas construite comme ça en disant on se fait toujours une idée très fantasmée de ces stars, etc. Puis finalement, quand on les rencontre, c'est des gens lambda qui n'ont pas forcément beaucoup plus de charisme que soi, parce que c'est quand même hyper décevant. C'est-à-dire qu'il le regarde de haut, il cherche l'œuf un peu partout, on dirait qu'il l'a rangé au fond de son placard à chaussettes, et il lui donne, et à la fin il lui pose une question en disant tu sais, moi, puis il se barre. Donc effectivement, c'est hyper décevant. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion de Spielberg là-dessus, à savoir, n'idoler pas trop non plus. Mais clairement, le message, c'est ça. Le message, parce que derrière, le mythe n'est pas forcément à la rencontre du truc. D'ailleurs, le message, c'est plutôt aller au cinéma plutôt que de regarder, de faire des jeux vidéo. C'est ça. Donc, et derrière, effectivement, cet aspect extrêmement gênant d'un des derniers plans du film où il explique que comme il a pris contrôle de l'Oasis, la première chose qu'il a fait, c'est de débrancher les choses 2 jours par semaine, parce que vous vous rendez compte, les gars, la vie à l'extérieur, c'est quand même vachement bien. De ce que tu nous as montré, c'est quand même des bidonvilles à Columbus, donc pas forcément non plus très engageant. Et il le dit au moment où son personnage roule les pelles comme un ado de 13 ans à une gamine qui en a pas beaucoup plus sur un canapé dans un flat énorme. Bon, donc moi j'en garde effectivement une mise en scène qui a un peu remet les compteurs à zéro. Après, j'ai pas vu Le Bon Grand Géant, mais je pense que techniquement le film pouvait être aussi carré. Mais sur le fond, Spielberg, on n'a pas grand chose à faire de son sujet et on empile les choses et on suit un cahier des charges qui est hyper décevant. Et ce qui est d'autant plus, et là je pleure en dedans encore une fois, c'est on a vu Avengers il y a 2 jours. En termes de mise en scène, c'est radicalement différent, parce qu'on va pas mettre non plus sur le même point les frères Russo et Steven Spielberg, mais comme tu disais, Mathieu, en termes de fun, en termes d'enjeu, en termes de spectacle, là pour le coup on est servi, quoi, et ça me tue de le dire. Ouais, non, mais complètement. On a pris beaucoup plus de plaisir. En plus, en étant surpris, parce qu'on y allait vraiment, vous écouterez, et on y allait vraiment par culon, mais un peu échaudé quand même. On y va parce qu'il faut y aller. Voilà. Et on a passé un excellent moment parce que ça remplit parfaitement le cahier des charges de ce que doit être un divertissement, un blockbuster. Moi j'ai pris énormément de plaisir à regarder Ready Player One, et c'est encore une fois, mais c'est un plaisir de fanboy, qui est un plaisir qui est très éphémère en fait, qui est très superficiel. Oui, c'est dans l'instant, puisque quand tu as vu ta référence, t'en passes à une autre, t'en passes à une autre, t'en passes à une autre, t'en passes à une autre. Et il n'y aurait pas cette scène de Shining. Ah oui, non, clairement, oui. On retient essentiellement ça, avec des images iconiques qui sont celles de Kubrick et pas celles de Spielberg. Donc, Alors qu'à Avengers, on va se souvenir encore pendant très longtemps de Thanos, de certaines scènes, de certaines micro-scènes de rencontres de personnages. La rencontre entre Thor
et Star-Lord et son équipe des Gardiens de la Galaxie, elle reste assez fan. Et là où et j'en terminerai là-dessus, ce qui est fou en fait, c'est que Spielberg traite le jeu vidéo de manière très superficielle à base de références, là où le jeu vidéo est lui-même en train de faire sa mue et d'aborder et de gratter des parts au cinéma avec des jeux qui deviennent extrêmement narratifs, avec des vrais propos, notamment The Last of Us. De plus en plus immersifs, avec des mondes quasiment infinis. Ouais, c'est ça, mais surtout qui, pour les jeux purement narratifs, ont une vraie sensibilité, ont des éléments de réponse. The Last of Us sur une invasion quasi zombie avec cet homme qui recueille une petite fille, notamment la fin qui est bouleversante parce que elle pourrait porter en elle le remède. Et la dernière partie, c'est lui qui se refuse à ce qu'elle soit disséquée et qui donc investit en mode Rambo l'hôpital de fortune dans lequel elle est, la récupère de force, désingue tout le monde alors qu'elle peut sauver l'humanité parce que sa propre fille à lui est décédée, donc il s'est attaché à cette gamine là dont au départ il ne voulait absolument pas. Il finit par la récupérer et un des derniers plans du jeu, c'est la gamine qui grosso modo lui demande si les tests étaient positifs, et il lui ment en fait. Et le jeu s'arrête comme ça. Là, je suis en train de faire God of War, qui est la nouvelle version, et qui est pareil, qui traite de ce dieu antique qui trouve refuge à Midgard, qui a un fils. Le premier plan, la première partie, la première scène du jeu, parce qu'en plus, c'est là où ça emprunte, c'est que le jeu est un plan séquence continu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne quitte jamais le personnage. Il n'y a pas de coupe ni rien. Techniquement, c'est bluffant. Et c'est ce père qui élève à la dure son fils qui va enterrer sa mère. Il y a autrement plus d'émotion que dans Ready Player One, où on va effectivement te balancer la Holy Hand Grenade. Alors effectivement, le cube de Zemeckis, etc., le King Kong quand en contre-jour sur l'Empire, ça flatte au-delà de cette scène de Shining, mais ça reste encore une fois des références de ciné. Et puis pour que ça puisse coller, très basiquement, il aurait fallu qu'on ait un personnage principal attachant, et clairement c'est pas le cas. T'as ni ça ni une bande. C'est-à-dire que quand pour un film Amblin aussi, ce qui fait mal au cœur, c'est que pour un film Amblin où du coup tu as une bande de gamins, forcément, moi je pense aux Goonies, donc avec des vrais ou même personnages. Super 8. Ou même Super 8, effectivement, même Super 8, où tu t'attaches rapidement aux gamins, même s'ils sont très caricaturaux, mais ça fonctionne là. Là, tu t'en fous complètement. Les deux frangins asiatiques, enfin les deux personnages, c'est interchangeable. La seule qui est un peu rigolote, c'est la Black, qui tire son épingle un peu du jeu. Pour le coup, en plus, une vraie actrice. Et en plus, qui pose en plus un truc intéressant, c'est-à-dire que... Qui est donc celle qui n'a pas vu Shining. Voilà, et puis quand elle vient dire dans le monde irréel, fais gaffe parce que tu connais rien sur cette minette, ça se trouve c'est un mec de 150 kilos qui est chez sa mère à Détroit, donc voilà. En fait, elle représente ce paradoxe. C'est ce qui est très drôle, puisque son avatar n'est pas du tout ce qu'elle est dans la vie réelle. Oui, mais et du coup, ça c'était intéressant. Et en fait, il en fait rien. Il a réduit un peu à. C'est elle qui fait les blagues, du coup. Non, mais surtout qu'il vient, je sais pas, 15 ans après WoW, après World of Warcraft, où tout ça est déjà traité, assimilé. C'est-à-dire que voilà, quand t'es gamer, tu sais que quand tu te connectes sur ta partie de Call of Duty le vendredi, enfin le mercredi après-midi, tous les gamins ont moins de 10 ans, sont des adolescents, ont moins de 12 ans parce que ça sort de l'école. C'est une évidence, mais c'est vrai que c'est très superficiel quand même. Ouais, c'est froid et désincarné, donc voilà. Donc déception là du coup, Steven. On n'est pas content. Moi, plaisir sur le coup, qui s'étiole vitesse grand V avec ce phare dans la nuit qui est la scène de Kubrick que moi je trouve pas enfin que je trouve
effectivement, c'est très casse-gueule avec Aurel. Quand on a vu le truc arriver, on s'est dit oh là là là. Après, c'est mis un peu en mode gardien du temps, plus. C'est ça. On s'est dit bon, putain, non, c'est pas bon. Fais attention à ce que tu vas faire. Fais très attention à ce que tu vas faire. Et d'en faire un roller coaster, un peu comme la maison hantée de Disney, en fait, où tu voyages comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, juste la déception, moi, c'est pour pas la salle de bal. En fait, je m'attendais à ce que tu vois, on pénètre à partir du moment où tu as la petite musique. Oui. Tu voulais voir le bar, c'est ça moi, je pensais que ce serait un face à face avec comment dis-moi donc. Lloyd Grady. Ah oui, le barman. Oui, avec le barman. Oui, Lloyd. Je pensais que ce serait ça, en fait, si tu veux, qu'on ait une espèce de... que du coup on est tout, et qu'on pénètre de même façon, tu sais, par ce plan qu'on les suit là de façon latérale. J'espérais même qu'ils allaient aller jusqu'aux toilettes. Ouais. Mais et du coup, j'ai trouvé moi le fait, elle est moche en fait. Mais non, c'est la maison hantée de Disney en fait. Oui, mais c'est moche. Quand moi je parle que de Paris, parce que mais je sais bien. On voit et on surplombe la. Mais c'est moche. C'est verdâtre, c'est dégueulasse. Oui, elle saute sur des zombies, c'est ridicule, tu t'en fous. Enfin, franchement, sortir de cet univers-là, de cette porte-là, de cette façon-là, c'est décevant. Mais bon. Mais l'idée d'extirper le personnage de la chambre 237 en le faisant rentrer dans la cuisine par la porte la porte frigo de la chambre froide, c'est quand même assez génial. Ça. Ouais, on est d'accord. Non, mais tout le passage dans le labyrinthe, etc. Bon, mais c'est peu de dire la puissance des images du film, hein, ceci étant, en termes de. Non, déplaise à Stephen King. Bah oui, ça impressionne la rétine d'une manière absolue et définitive, quoi. Avec la musique qui commence, dès que cette balle elle roule, enfin dès que tu la moquette, etc. T'es comme ça, t'es contemplatif, tu dis j'y suis. Mais effectivement, derrière, moi, le seul sacrilège, c'est pas tant la scène, c'est le fait qu'effectivement, le personnage qui bat les dents n'a pas vu le film. et ce qui est d'autant plus sacrilège, c'est que les trois quarts des gens le trois quarts du jeune public va passer à côté, puisque eux-mêmes n'auront pas vu. Et si jamais ils le voient, ils sauront par avance ce qui va se passer, notamment dans la chambre 237. Donc, est-ce que c'est pas, je vous fais un condensé de Shining parce que je sais que vous-même vous n'irez pas le voir et que je considère, moi, Spielberg, qu'il faut impérativement. Donc, du coup, je la place au chausse-pied dans mon film parce qu'au moins je vous aurai un minimum éduqué à ce que mon vieux maître. Shining étant effectivement l'un des films favoris de Kubrick, de Spielberg. Bah ouais. Donc voilà, je le place dedans en disant comme ça vous mourrez moins con, vous coucherez moins con ce soir, vous aurez vu. Et arrêtez de jouer à vos jeux vidéo ou au moins. Et je le vois bien, toi, en interview, dire s'il y en a au moins un qui va aller sur iTunes, mes couilles, pour au moins j'aurais gagné mon truc, toi. Ouais, bon. Vous avez un magnifique steelbook d'ailleurs de Shining qui est sorti le 25 avril. En rouge avec la hache. C'est la version longue? Non, c'est la version. Parce que moi, c'est la version française. On en reparlera, mais. Ah, mais la version longue, je l'ai, hein. On va bien la voir. Elle est disponible d'ailleurs, puisque il suffit d'acheter le Blu-ray à l'étranger. Il n'est pas zoné, donc il n'y a aucun souci. D'accord. Bon. Je vais vous laisser, moi. Ouais, bon, de toute façon, on va arrêter là. Je pense qu'on a du coup, je reste pour la fin, alors. Bien démonté le film. Un petit mot quand même sur Kubrick, puisque dans la série Prospective, on termine toujours comme ça, je crois. Oui. Vous savez que 2001 va ressortir en version 4K. Il est projeté à Cannes, présenté par Christopher Nolan dans quelques jours. Et on aura ensuite un certain nombre de copies qui circuleront. J'espère qu'on pourra en avoir une à Nantes. Ouais, c'est clair. Clair. Et ça sera pas raté. Hein. Et c'est ce que je disais, Mathieu. Moi, 2001, je l'ai vu en 2001 la première fois. Je l'avais jamais vu. En 2001, il est ressorti en salle. Et je suis allé, à l'époque, j'étais étudiant à Angers. Et donc, je l'ai vu le mercredi, première séance à 11h. J'étais tout seul. Il y a d'ailleurs une information fausse qui circule actuellement sur internet à propos de l'appréciation qu'aurait James Cameron du film. Non mais James il est en mode hater, Netflix c'est de la merde. Un raccourci lui fait dire qu'il n'aime pas le film. En réalité il dit, parce que j'ai vu la déclaration complète, il dit je n'aime pas le film, je l'adore. Il dit. Non mais c'est vrai.
Et il explique simplement que effectivement que c'est un film qui lui semble trop froid, que c'est pas ce qu'il aurait produit pour sa part, que ça manque de chaleur par rapport à ce que lui c'est très aime. Mais pour le reste, c'est très photographique. Pour le reste, il explique que le film a eu un énorme impact sur lui, etc. Donc méfiez-vous des citations. On a des vrais tests photographiques. C'est le film qui se rapproche le plus de la première carrière de Kubrick, qui était photographe. Oui, absolument. On le retrouve dans la composition des plans de Eyes Wide Shut au millimètre près. Donc c'est quelqu'un qui pense ses plans comme un photographe. Mais on a des tests de photographie. Et il a fait énormément avancer sur les caméras de l'époque, etc. Donc c'est plus qu'un film, c'est une vraie déclaration à la photographie, à l'aspect chimique en fait de la production d'un film. Donc c'est un vrai jalon. Donc effectivement, je suis comme toi. On va traquer la séance. Quitte à relever, et puis après, sauf si Aurel, t'as d'autres choses, il y a une séance assez exceptionnelle de Gladiator au mois de juin à Rome, dans le Colisée. En présence de Russell Crowe, il y a un orchestre, de Scott, et effectivement la partition musicale sera jouée en live. Un ciné-concert. Je dois voir que là, vous avez également E.T. En ciné-concert. Ouh là là. Au Grand Rex à Paris, à une date qui ne me revient pas, mais que vous pouvez trouver aisément sur le net. Tu sais, quand j'ai loupé, c'est assez tentant, j'avoue quand même. Evil Dead, le premier, en ciné-concert à La Roche-sur-Yon. Un été. Truc de l'espace. Et on en voit de plus en plus des ciné-concerts. Oui, c'est des bonnes idées. Ça. Donc voilà, donc si vous êtes passionné de Kubrick, vous allez pouvoir vous régaler cet été. Et si vous avez l'occasion de planifier un petit week-end à Rome, sans jeu de mots, voilà, il y a cette séance assez exceptionnelle en présence du réalisateur, de l'acteur. Je crois même que notre beau vieil ami Hans sera également présent, Hans Zimmer, peut-être pour conduire d'ailleurs l'orchestre. Donc, certainement. Je pense qu'on aura peut-être quand même des petites vidéos qui vont traîner pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous avez vu ce concert de Hans Zimmer ? On y était. Au Zénith. On y était. Grand moment. Hein. Ouais, c'était cool. C'était pas mal. Puis alors, il fait preuve d'une vivacité et il est très ludique sur scène. Je trouve ça extrêmement agréable. Surtout qu'il transmet, je trouve, énormément la joie qu'il a à faire ça. Donc au-delà du côté empilage de tiens, je déjeunais avec machin, tiens, je déjeunais avec le truc, c'est un peu Drucker quand même. Il y a du name dropping quand même qui est pas mal. C'est tous des potes, mais au-delà de ça, il est effectivement super sympa à voir. Ouais, quand il explique notamment que Ennio Morricone lui a conseillé le violoniste en disant c'est le seul qui peut jouer ma musique. Donc non, c'était plutôt un bon moment. Et tiens, voilà, on va terminer sur une recommandation. Il y a un Blu-ray. Il y a un Blu-ray du concert, je crois que c'est dans un pays de l'Est de mémoire. Je pense que c'est pas Berlin, moi. Berlin ou Budapest, enfin bref, en tout cas il y a une captation qui a été faite, donc jetez-y un œil et une oreille, c'est plutôt cool. On a eu la chance d'y aller avec Tristan au concert et c'était un très très bon moment. C'était cool. Complètement. Bon, et écoutez, on vous quitte là. Le prochain film, on sait pas trop. Steph milite en ce moment à mort, fait du lobbying pour Rampage. Il y en a un qui est déjà convaincu en face de moi, donc voilà, peut-être Rampage. Et puis comme on l'annonçait à la fin du podcast sur Avengers, il y a également Solo qui va sortir. On va peut-être jeter un coup d'œil pour voir. On va produire. On va peut-être essayer de trouver aussi quelque chose peut-être un peu moins. Voilà. Bon, en tout cas, Mathieu, on te remercie d'avoir donné ton temps, c'était très sympa. Cette invitation. Et puis on se retrouve très rapidement. Salut. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, qu'est-ce que tu penses de ça ? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois ?